Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une personne qui s'est posé les mêmes questions que toi et qui a trouvé sa façon d'agir. Peut-être que toi aussi, tu ressens parfois ce tiraillement entre vouloir faire mieux pour l'environnement et devoir faire fonctionner ton entreprise, ta famille. Peut-être que tu te dis, je fais déjà des efforts, mais est-ce que c'est suffisant? Ou encore, si faire mieux me coûtait trop cher. Et c'est normal. Parce qu'on parle des enjeux complexes ici. Un enjeu qui mélange des données techniques, des décisions d'affaires, des décisions familiales et beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, je veux t'amener ailleurs, pas dans la théorie, pas dans les grandes promesses, mais dans le concret. À travers l'histoire d'Estelle, une professionnelle engagée, lucide, qui, comme toi, a dû naviguer entre ses valeurs et la réalité du terrain. Et surtout, qui a trouvé une façon d'avancer sans être parfaite, mais en étant alignée avec elle-même. Merci à tout le monde d'être là. Ce matin, en fait, on va aborder, dans le cadre du balado du placard à la planète, on va aborder une entrevue avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec quelqu'un avec qui je travaille depuis plus de 4 ans déjà. Et j'ai appris, finalement, on a eu des atomes crochus assez rapidement parce qu'on est de formation en chimie toutes les deux. Je pense que c'est en quelque part quelque chose qui nous communique, puis on a l'intérêt pour l'environnement. Donc, en quelque part, il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Donc, Estelle, bienvenue avec nous. En fait, j'aimerais donner un petit peu le pedigree de Estelle Marcotte-Jonca, en fait. Elle est titulaire d'un baccalauréat en chimie de l'environnement de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en gestion de l'environnement au Centre universitaire de formation en environnement, CUFE, qu'on appelle de l'Université de Sherbrooke. Depuis plus de 6 ans, elle accompagne des organisations de taille et de secteurs variés dans leur parcours de développement durable. Elle adopte une approche à la fois technique et stratégique qui lui permet de faire le pont entre les opérations et les réflexions systématiques au sein des équipes de direction. Elle est également membre fondatrice d'une communauté d'éco-citoyenneté dont la raison d'être est de promouvoir la transition socio-écologique. Que de beaux mots, que de beaux Ouais. mots. Mais là, aujourd'hui, on va transformer ces mots-là en pratique et en action. Et Estelle va nous expliquer comment dans sa vie, elle implique tout ça, toutes ces actions environnementales, écologiques, sociales, comme elle fait ça Mhm. dans son travail, elle fait ça dans sa vie de tous les jours. Elle va nous expliquer ça. Donc, bienvenue Estelle. Oui, merci Gaëtan pour l'invitation. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, avec ton pedigree, là, on voit là, que tu t'es engagé sincèrement là, dans ce domaine-là. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a amené là? J'ai commencé mon parcours en chimie de l'environnement. Donc, au début, on apprend tout ce qui est chimie organique, chimie inorganique. Et bon, avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser parce qu'on apprend tout ce qui est, bon, comment un contaminant va percoler dans le sol, s'accrocher aux protéines de la plante. Et quand j'ai commencé à aller dans la climatologie, puis voir un peu l'interrelation entre le sol, l'air, la biodiversité, ça m'a beaucoup intriguée. Puis je me suis dit, oh wow, les changements climatiques, c'est tellement un gros enjeu complexe. Par où commencer? C'est quoi ça? Puis j'avais vraiment envie de comprendre, j'avais envie de m'investir puis de participer à ce changement de société-là parce que c'est tellement complexe qu'il faut s'investir, à tous les niveaux individuels, collectifs. Donc j'avais vraiment envie de ça, mais il me manquait beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences à aller développer. Donc j'ai été à la maîtrise, en gestion de l'environnement au CUF, qui m'a vraiment amené un bagage de les bonnes pratiques en gestion de l'environnement, donc eau, la gestion des matières résiduelles, donc tout ce qui est déchets, recyclage, économie circulaire, biodiversité, écosystème, gaz à effet de serre, tralala, là, beaucoup de Ouais. choses. Donc ça t'apprend à comprendre le contexte, le cadre réglementaire, ça t'apprend vraiment, bon, c'est quoi les pratiques actuelles, pourquoi sont désuètes, c'est quoi les marchés actuels, puis c'est quoi les solutions innovantes, puis vers où on s'en va, puis c'est quoi l'avenir, là. Alors c'est vraiment assez, on sort de là, on est dans la vingtaine, on est motivé, puis on a envie de faire un changement. Puis maintenant, aujourd'hui, tu sais, avec le temps, j'ai 2 chapeaux, comme tu as bien dit,
le chapeau avec un langage plus d'affaires avec Humalia où que je suis consultante. Donc, j'ai vraiment beaucoup un rôle autant technique que stratégique. Puis, euh, mon autre chapeau que j'ai développé aussi avec des comparses. Donc, membre fondatrice d'une communauté d'éco-citoyenneté. On est la communauté qu'on s'appelle Alternatif. Donc, c'est vraiment... Alternatif, hein, c'est bon. oui, exact. Puis donc là, j'ai un langage plus collectif, plus citoyen. Donc, c'est mes deux Oui. chapeaux, mes deux terrains de jeu. Mhm. Ah, c'est intéressant. C'est là qu'on va aller jouer aujourd'hui aussi. On va C'est jouer là dans qu'on le va terrain jouer. de jeu. Oui. Et dis-moi, lorsque tu étais dans ta vingtaine, au début de tes études, est-ce que l'aspect éco-anxiété, c'était quelque chose, en fait, comme tu viens de dire, qui t'intéressait et tout ça? Mais est-ce que tu ressentais un certain stress, une certaine anxiété vis-à-vis de ce qui s'en venait? De nature, je pense que notre génération, on se pose beaucoup de questions sur le sens à apporter. Donc, puis dans ma pratique, pas dans ma pratique nécessairement, mais juste dans ma vie quotidienne, j'avais beaucoup d'anxiété. C'était comme Mhm. jamais assez qu'est-ce que je faisais. C'était jamais OK. suffisant les actions que je posais. Tu sais, j'ai été végétarienne pendant quand même longtemps, puis à un Ah, moment donné, ah. je me suis laissée aller avec un hamburger, puis là, je me suis dit: «Ah mon Dieu!» Puis là, tu sais, il y a tout le temps le sentiment de culpabilité, il y a tout le temps, le sentiment de vouloir faire plus qui nous suit toute notre vie. Puis surtout quand tu as des valeurs avec cette tendance-là, là, tu sais, d'aller vers, l'éco-responsabilité. Donc oui, absolument, et même encore des fois aujourd'hui, je l'ai, là, ces petits brides-là d'éco-anxiété que je me dis: «Mon Dieu, où on s'en va? Comment que mon fils va vivre aussi dans cet Oui. environnement-là qui est changeant?» Donc oui, absolument, je l'avais encore plus dans la vingtaine, mais en me mettant dans l'action, je pense que ça concrétise un peu plus, puis ça m'a enracinée, Oui. plus dans le moment présent, puis dans qu'est-ce que je suis en train de faire comme changement à mon échelle. Oui, oui, tout à fait. Écoute, c'est très intéressant ce que tu mentionnes parce que je pense qu'on ressent tous un peu toutes et tous, on ressent un peu cette anxiété-là. Puis à un moment donné, ben, quand on se met dans l'action, Mmh. en ayant des actions concertées en plus avec des comparses, comme tu disais tantôt, des partenaires, mais là, à un moment donné, on voit on voit que ça diminue notre stress, ça diminue notre anxiété parce qu'on est dans l'action. On est en train de faire des choses concrètes. Arrêter de se laisser envahir, mais nous faire quelque chose. C'est très intéressant ce que tu dis. Et ben, c'est ça, en fait, on l'a mentionné un petit peu, là, tu travailles avec l'entreprise Humalia, en fait, qui existe, ben, en tout cas, je vais lire la description ici, depuis 2012. Humalia accompagne les organisations dans leurs engagements pour faire du développement durable une opportunité de propulser leur modèle d'affaires. Donc, ça allait tout à fait, parfaitement avec ce que tu veux faire. Peux-tu nous expliquer un peu qui est Humalia, puis, et surtout, toi, ton rôle dans Humalia? Oui, absolument. Humalia, en fait, on est une firme de consultation pour tout type d'entreprise, organisation, OBNL, entreprise, territoire, écosystème, tout ça. Donc, en fait, on accompagne, peu importe tu es où en tant qu'entreprise ou organisation, on t'accompagne à partir du moment où que tu es. Et c'est dans ton parcours de développement durable. C'est-à-dire, on ne peut pas se déclarer durable du jour au lendemain. On ne peut pas se déclarer je suis une entreprise verte. C'est vraiment quelque chose, c'est une amélioration continue, c'est un processus. Donc, selon ton niveau de maturité, on va faire, c'est quoi ton prochain pas? Donc, le prochain pas peut être autant, tu sais, très, très rédaction politique, comment tes opérations, tu vas venir réduire ta consommation d'eau, consommation d'approvisionnement, ta consommation de ressources naturelles et tout, Mhm. jusqu'à finalement se questionner c'est pas juste quand on parle de développement durable, c'est qu'est-ce que c'est? C'est pas juste tout ce qui est environnement, c'est aussi comment tu vas maintenir des relations d'affaires avec tes partenaires, tes clients, tes fournisseurs dans le temps. Donc, comment que ta proposition de valeur en tant qu'organisme va être durable dans le temps avec le marché, l'économie, la société qui va changer. Donc, le développement durable, quand tu as un langage plus, quand tu te mets en entreprise, c'est comment que ton modèle d'affaires, vraiment, ta proposition reste pertinente et durable avec les changements de notre société.
Ouais, comme on dit, faut que les babines suivent les bottines en bon québécois. En bon québécois, c'est exactement ça, oui, exactement. C'est bon. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, vous allez accompagner les entreprises. Donc, autrement dit, on doit aller vers une entreprise doit faire des profits en quelque part, doit Oui, faire des surplus. Si on est un OBNL, on fait des surplus, mais une entreprise privée doit faire des profits. Fait qu'en oui. quelque part, vous accompagnez les entreprises dans leur modèle d'affaires et dire comment on peut euh, assurer la pérennité de l'entreprise en accord avec les changements climatiques, en accord avec les changements environnementaux qui se produisent à tous les jours autour de nous. Oui, puis les changements d'affaires pour la société, là, tu sais, de plus en plus, les citoyens, les gouvernements, les partenaires vont attendre que tu poses des initiatives ou des actions, en lien avec les droits humains, en lien avec l'environnement. Donc c'est vraiment il y a une mouvance, puis c'est comme tu dis, pour nous, le développement durable, ça se met pas à côté, tu sais, c'est pas est-ce que tu fais des profits ou du développement durable? C'est est-ce que tu fais des profits et tu es durable pour la société? C'est vraiment 2 choses ensemble. Ça vient créer de la valeur, en fait, dans ton modèle parce que tu vas être plus durable dans le temps, tu es périn, tu es Oui. plus stable en termes de toutes les impacts d'un point de vue, des mouvances au niveau du marché, tu l'as anticipé parce que quand on parle de développement durable, on va réfléchir à c'est quoi tes risques, c'est quoi tes opportunités d'affaires. Donc c'est vraiment stratégique, autant que t'amener des gains plus opérationnels parce que si tu consommes moins, tu vas avoir moins de coûts reliés à ça. Donc c'est vraiment tout est c'est juste, c'est juste pour moi, ça fait juste tellement de sens, puis ça fait Ouais. juste tellement amener de la valeur à une entreprise. Puis selon ton secteur d'activité, les tes actions, ta façon, ta vision de voir les choses va être complètement différente selon ton industrie. Donc, pour l'industrie du textile, Oui. on a accompagné plusieurs entreprises dans ce secteur-là, puis tu sais, si on est dans un domaine plus technique, niché, comme par exemple Rigitex ou d'autres entreprises qui vont faire des textiles plus performants, bien, il y a cette dualité qui peut être vue des fois dans la dualité entre ben, comment je fais une fibre performante, mais à la fois durable. Puis, c'est quoi tes critères d'éco-conception quand tu vas vraiment designer ton fil? Tu sais, tu le sais plus que moi, Gaétan, Mhm. c'est vraiment ton expertise. Donc, comparativement à une entreprise qui est plus dans le textile, dans le commerce du détail, dans la mode, là, on va pas nécessairement parler de design. Oui, on va parler d'éco-design, mais au niveau du modèle de conception, au niveau de ta chaîne d'approvisionnement, les droits humains, on va pas nécessairement dans les mêmes thématiques. Mhm. OK. Et tu dis qu'avec Humalia, vous avez accompagné certaines entreprises. Est-ce que c'était des entreprises plus comme tu viens d'expliquer, dans l'habillement, dans l'industrie primaire? Bon, vous avez travaillé avec Rigitex. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, Rigitex, c'est une entreprise, c'est un filateur dans la Beauce, avec qui on a travaillé pour construire un bilan carbone en temps réel avec Humalia, ton travail et tout, avec toute l'équipe. Mais à part Rigitex, quel genre d'entreprise vous avez travaillé aussi? Est-ce que c'est plus l'habillement? Est-ce que c'est plus la mode? Et avec des entreprises, où ils faisaient, tu sais, vraiment, la conception des vêtements, puis après ça, vont la revendre dans des grands détaillants, exemple Walmart, OK. donc plus C'était dans le vêtement. OK. dans le vêtement, dans la mode. On a travaillé Oui. avec une entreprise, qui fait du tissu plus pour, parce que le textile, il y en a sur nos divans et tout là, donc Tout à fait. des exact, donc après ça, il y avait les réflexions, ben, comment qu'on intègre la fibre recyclée, comment qu'on va promouvoir, la recyclabilité de nos produits ensuite, donc à plusieurs places dans la chaîne de valeur, heu, puis voilà, exact, ouais. OK. Et juste pour mon information, où est-ce que tu situerais l'industrie textile dans toutes les industries avec lesquelles tu as travaillé? Est-ce que c'est une Ah! industrie on sait qu'on dit plus traditionnelle, plus peut-être,
ouais, ouais, plus traditionnel, je pense que c'est le bon terme. Est-ce que dans l'industrie textile, sont plus avancés que d'autres ou moins avancés ou à la même place que tout le monde? Ah, c'est tellement intéressant, inquiétant comme question. L'industrie du textile, je pense que, il y a beaucoup de freins, ou de défis, en termes de comment que la chaîne de valeur est conçue, en termes de, il n'y a pas beaucoup nécessairement d'incitatifs. Les marges, surtout dans tout ce qui est la mode et tout ça, les marges sont pas élevées. C'est Euh, ça. donc, il y a comme des défis la façon que la chaîne de valeur. Quand je dis chaîne de valeur, je sais pas si c'est un concept que tout le monde est. Chaîne de valeur, c'est vraiment, vraiment à partir du moment où tu vas t'approvisionner, ou à partir du moment que tu vas faire des relations d'affaires jusqu'à la fin de vie, finalement, de ton produit, là. OK, ça Donc, va c'est loin, vraiment. là. Ça va loin, c'est C'est ça. très Donc, en amont et en aval de peut-être de de ce qu'on toi, fait. Oui, exact, exact. Donc, quand je dis que la chaîne de valeur, elle a beaucoup de défis, c'est qu'il y a autant en amont, dans ta chaîne d'approvisionnement, il y a beaucoup d'enjeux, hein. C'est de la conception qui est faite peut-être locale, mais de la fabrication qui est faite outre-mer. Donc, il y a oui. beaucoup, beaucoup d'enjeux juste au fait d'être loin, puis d'être De transport et de tout ça. transport et tout ça. Puis après ça, dans ton usine ou dans ta conception, là, tu vas aussi utiliser des ressources, tu vas, au mieux que tu peux. Mais après ça, à la fin, la réutilisation de ces textiles-là, c'est pas nécessairement comme une industrie comme l'acier, où que c'est recyclable, ou le verre, ou qu'il y a des compositions chimiques, ou qui y a comme. Donc oui, je dirais qu'en termes de le textile, le vêtement, en termes de chaîne de valeur, il y a beaucoup de défis, Plus mais il y a beaucoup compliqué. plus compliqué, puis surtout, il faut travailler ensemble, parce que Oui, la personne qui va concevoir va réfléchir à ce qui se passe en amont puis ce qui se passe en aval, mais il faut se parler, il faut travailler oui. ensemble. Donc c'est ça les défis, là, beaucoup pour la chaîne de valeur du textile, oui. C'est intéressant parce que je peux confirmer que c'était un peu comme ça que je le percevais aussi. Ça travaille beaucoup en silo, mais si on veut arriver à concerter tout ça ensemble, c'est comme tu viens de dire, toute la chaîne de valeur, il faut vraiment apprendre à se parler avec un nouveau langage. Un Absolument. langage de développement durable, d'éco-conception, de facteurs d'équivalence. J'en parle plusieurs fois dans mes balados, justement. Le dernier, au niveau des bilans carbone, ben, je donne le bilan carbone de chaque fibre, autrement dit, le facteur d'équivalence. Et tu peux toi-même, maintenant, à la maison, dire, bon, ben, voici, par exemple, j'ai une chemise ici, 80 de laine recyclée avec 20 de nylon. Je peux calculer, parce que maintenant, il y a des chiffres qui sont disponibles. Puis on peut calculer un peu c'est quoi vraiment sa trace carbone actuellement, lorsque je le porte. Donc, mais il faut les avoir, ces données-là, puis il faut se parler ensemble pour pouvoir construire ça. Une Ouais. question de clarté, le cycle de vie là, de cette problématique-là est très complexe, très, C'est très riche. ben oui, c'est compliqué. C'est très Mhm. compliqué. Tout à Ouais. fait. Oui. Parce que les mélanges de fibres, ben, tu as plusieurs types de mélanges, puis quand il y a beaucoup de mélanges, ben, c'est très difficile à recycler. Bon, Plutôt qu'y aller à monofibre. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Euh, Maintenant, ça m'amène, Estelle. Bon, tu viens de nous parler du Malia, tu viens de nous parler un peu du rôle que tu as à faire là-dedans, qui s'inscrit parfaitement avec ton pedigree. Je pense que tu ne peux pas être une meilleure place que ça. Maintenant, comment est-ce qu'on a appelé ça? Une communauté d'éco-citoyenneté. Explique-nous donc, c'est quoi ça? Puis qu'est-ce que vous faites là-dedans? des fois, on se bat contre la conception d'être en communauté, hein. Des fois, il y a des bagages là, qui peuvent nous jouer un peu dans le tour, mais il y a la communauté alternative, là, pourquoi qu'on l'a créée, il y a une vision derrière, il y a une raison d'être. Puis je pense que selon à quel membre fondateur que tu parlerais, ça serait. On regarde tous à la même endroit, là, la vision est commune. Mais la raison derrière pourquoi on s'est investi est différente, parce qu'on n'a pas tous les mêmes profils, on n'a pas tous les mêmes bagages. De mon côté, tu sais, quand que je te disais que quand j'étais en chimie, puis j'ai commencé à regarder tout ce qui est climatologie, puis je me disais, mon Dieu, comment je m'investis? Je me suis questionnée, avant d'arriver à la maîtrise, à qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une personne va poser des actions pour l'environnement, puis qu'une autre personne n'en posera pas?
J'avais OK. vraiment cette question-là. Je me demandais qu'est-ce qui fait en sorte que tu es un citoyen avec des valeurs environnementales? Puis OK. c'est ça qui m'a amenée à aller au CUF en réalité. C'est C'était quelque le chose. sujet de ta thèse? C'était le sujet de En ta maîtrise? Exactement. Puis au OK. début, je voulais aller en recherche. Au début, je voulais OK. aller en recherche parce qu'au CUF, tu peux aller au CUF à l'Université de Sherbrooke, tu peux aller soit dans des cours où tu apprends des bonnes pratiques ou tu peux aller en recherche où tu as un sujet de recherche. Puis au début, je m'en allais vraiment en recherche, surtout avec mon bagage de sciences. Pour moi, la recherche, c'était comme la suite quand tu Faut que vas je en règle les chimie. choses. Faut que je règle les choses. Puis Mmh. quand que je suis arrivée, j'ai cogné à plusieurs portes de professeurs, puis il y a un professeur, Marc Boutet de l'Université de Sherbrooke, tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui changent ta vie, puis Marc, c'est vraiment, quelqu'un qui m'a amené, il m'a beaucoup challengée. Il m'a dit: «Estelle, tu viens d'un monde scientifique. Ta question, elle est intimement reliée avec la question de l'éducation. En date d'aujourd'hui, quel bagage que tu as en lien avec le système d'éducation du Québec, en lien avec les modes, les cadres de l'éducation? Avec beaucoup de bienveillance. Mais ça m'a beaucoup ébranlé à ce moment-là, mais beaucoup de bienveillance. Alors, il m'a dit, plutôt qu'aller en recherche, il dit, je t'encourage à aller chercher des compétences, des connaissances dans tes cours. Et parallèlement à ça, je vais t'accompagner à développer les compétences. Et avec lui, il m'a amené à j'ai lu beaucoup de littérature sur l'éducation relative à l'environnement, l'éducation pour un avenir viable et je suis tombée en amour avec le cadre de la citoyenneté environnementale. Et c'est vraiment ça, quelques compétences, ça t'explique un peu qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas être impliqué, engagé dans tout ce qui est éco-responsabilité. Tu vas être un citoyen environnemental. Et il y en a quelques-unes, que je peux te nommer qui fait un lien avec ta communauté, là. La première, c'est, tu sais, d'avoir une relation avec la nature, d'avoir une relation intime où tu vas accorder de la valeur à la nature. Si je prends soin de mes vêtements, c'est parce que j'accorde de la valeur à mes vêtements. Si je prends soin de ma voiture, c'est parce que j'accorde de l'importance à ma voiture. Donc, OK. donc, ça la première compétence. La deuxième, c'était la capacité à l'habileté à aller chercher des opinions des autres et à les comprendre et à les valoriser. Parce que l'environnement, c'est commun. C'est pas, on peut pas voir l'environnement en silo. C'est quelque chose qui est collectif. Quand on dit collectif, on a chacun notre bagage, chacun nos opinions, chacun nos divergences. Donc, c'est de faire le pont entre nos divergences, puis de voir ça comme des complémentarités, puis comme de la richesse. Puis la troisième que j'ai envie de mentionner, qui était dans le cadre de la citoyenneté environnementale, c'est d'avoir des connaissances variées, multidisciplinaires, puis d'être capable de mobiliser une pensée critique, là, tu sais, considérer un peu tout ça. Fait que pour nous, puis là, parallèlement à ça, je vieillissais, là, donc je me Ah suis demandé oui, aussi, oui. oui, Ah oui, ça fait longtemps que tu ouais, vieillis, c'est sûr. oui, ça fait Depuis que tu es longtemps, né. depuis que je suis née. Puis, tu sais, donc tu te demandes dans la vingtaine, c'est où je veux vivre, ben, tu sais, c'est dans quel espace, avec qui. Donc, en fait, ça faisait du sens de développer un espace de vie où qu'on est dans la nature. Donc, on a acheté des terres, 3 terrains, forestiers à Chersey. Donc, on vit en nature, on a une belle rivière, on C'est a une dans quel coin déjà? Tu peux-tu me donner une idée? C'est dans le coin de? Chersey, c'est, dans la Naudière, Dans la proche Naudière. de Val-d'Une, Joliette. Souvent, c'est dans ces eaux-là, C'est là, ça. qu'on puis, donc on a acheté des terres où on vit en nature dans un collectif. Donc on a plusieurs c'est à ce moment-là que tu dois, justement mobiliser ta capacité à collaborer puis à être confortable dans la divergence d'opinion puis dans la divergence des besoins. Ou dans l'inconfort aussi parfois. Et il y a Mmh. donc ça fait un lien. Puis la communauté alternative aussi est multidisciplinaire. C'est que dans les membres fondateurs, on a un arboriculteur qui prend soin des arbres, on a une horticultrice qui va déployer toutes les stratégies de permaculture, on a un apiculteur avec les abeilles, on a des travailleurs sociaux. Donc, tous les travailleurs sociaux vont amener la vision de les 2, Sophie et Emmanuel, ils ont travaillé avec des communautés vulnérables, mais différentes. Sophie, plus avec les communautés les personnes âgées et Emmanuel, plus avec les communautés, des gens en situation d'itinérance. À Montréal, ils étaient travailleurs de rue.
OK. Donc, on vient un peu combiner avec tout ça, comment créer un espace de vie euh, où qu'on va pouvoir être inclusif, peu importe avec ton bagage et avec tout ça. Et l'ultime vision, c'est de créer une OBNL où qu'on va OK. avoir de l'hébergement, que les gens vont pouvoir venir tester un peu c'est quoi vivre en communauté, c'est quoi les mécanismes de gouvernance, comment qu'on s'entend. Ils vont pouvoir venir vivre des activités pédagogiques. C'est quoi le vivre ensemble, tu sais, puis c'est quoi les activités de permaculture, qu'est-ce qu'on fait avec nos poules, qu'est-ce qu'on fait avec nos autres animaux qu'éventuellement on va avoir. Puis on veut aussi avoir des revenus auto-générés par nos produits de miel, nos produits d'horticole qu'on va produire. Bref, un beau projet qui est Mhm. encore en train d'être fasciné, mais c'est d'où la raison de pourquoi qu'on a parti tout ça. Écoute, moi, j'ai entendu deux choses bien importantes. De transfert de connaissances, transfert de connaissances, de compétences. Donc, Hum, l'aspect éducation, Oui, exact. euh, parce que vous êtes en train de construire quelque chose. Donc, est-ce qu'il existe d'autres modèles comme ça ailleurs que vous vous Oh inspirez oui, ou oui. comment vous travaillez ça? Il y a aussi plusieurs bénéfices à ça, tu sais, d'un point de vue financier et tout, ça te faisait du sens, mais on a beaucoup lu de livres, chacun de notre côté, tu sais, sur des modèles de communauté. Lui que j'ai particulièrement aimé, c'est un livre, je pourrais le mettre en référence, là, j'ai pas le nom en ce moment, mais Oui, je il pourrais donne le mettre dans le balado. Oui, tout à oui, fait. Un livre. il donne un peu des divers modèles de communautés. Puis là, il y a des communautés de 250 personnes. Là. Tu sais, nous, on est 5 membres fondateurs, puis on a des membres satellites ou qui viennent de nous aider sur nos projets, puis qui partagent nos valeurs. Mais écoute, c'est vraiment pas la même dynamique. Puis donc oui, on s'est inspiré de des modèles qui existent beaucoup. Il y a des cohabitats aussi à Montréal. Il y en a plein, hein, ça existe Oui. beaucoup. Puis il y a un livre aussi que j'ai beaucoup aimé, La permaculture humaine. Donc ça, tu sais, ça fait Oh! un clin d'œil à la permaculture Uh-huh. d'un point de vue de production, tu sais, puis de façon de fonctionner en agro-environnemental. Euh, C'est mais ça qui qu'on fait le appelle la lien. permaculture. La permaculture, il y a des batailles là, Oui. les- il ne faut pas appeler ça un concept, mais il ne faut pas non plus appeler ça un mode agricole. Il y a comme, c'est Un difficile à modèle. entendre. C'est un modèle de façon de fonctionner. La permaculture, en fait, c'est que tu vas faire avec les fonctions de l'écosystème. OK. Comme nous, on est dans un milieu forestier, on ne va pas commencer à essayer de penser dans un modèle agricole, non, parce qu'on n'est pas dans Cultiver ce du blé, modèle-là. mettons. Ah, exact, ça Ouais. fonctionnera pas. Donc, on va plus sauvegarder ben, la culture de champignons. Ouais. OK, donc, tu sais, c'est dans cette façon-là. Puis comment qu'il y a toujours une portion que tu redonnes à la nature parce qu'après ça, la nature va te rendre des services comme la pollinisation, comme les ravageurs et tralala. Mhm. Donc, c'est un ça, puis la permaculture à l'échelle humaine, c'est vraiment intéressant. Je vais te le donner, ça aussi, le lien, mais c'est comment que tu es en dynamisme, un équilibre avec les comportements humains au OK. sein comme un écosystème, parce qu'en Oui, fait, oui. l'humain, on n'est pas fait pour vivre en silo, comme On n'est pas on est statique, des on est animaux. dynamique. Oui, on est dynamique, exact. Donc, ça vient faire un beau clin d'œil à ça, puis quels mécanismes de gouvernance qui vont venir favoriser ça, en fait. Donc, nous, on s'est beaucoup inspiré de ça pour mettre notre cadre, comment qu'on se rencontre en termes de communauté, c'est quoi, comment qu'on vient valoriser tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Mhm. Wow, c'est super intéressant. Fait que ça, dans le fond, c'est le contexte dans lequel tu vis. Tu vis à tous les Oui, jours. de vie à tous les jours. Tu es Oui, exact. là-dedans, toi, là. Tu te lèves le matin, tu es là-dedans. Tu te couches le soir, tu es là-dedans. Tu es là-dedans tout le temps, Oui, je suis là-dedans, effectivement. physiquement. Et mentalement, ben, tu travailles avec Humalia. Humalia, c'est vraiment un domaine qui est très, qui est partenaire à ce que tu fais, en fait, dans ta communauté. Maintenant, toi, comme maman, OK, là, on va aller plus loin un peu. Toi, comme maman dans cette communauté-là, Ah, qu'est-ce que
c'est quoi tes défis ou c'est quoi qui t'allume, là, tu sais, qui t'amène, wow, beaucoup de joie à dire, ah, ça, quand je fais ça comme ça, tu as un fils, hein, tu as un petit garçon. Quand tu fais ça avec lui, quand tu fais ça avec ton partenaire et tout, tu sais, quelque chose qui te fait plaisir, qui te met dans la joie dans cette communauté-là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais que t'aimes? Vivre en communauté, comme fils, c'est une joie de le voir évoluer dans cette dynamique-là, où qu'on doit, collaborer pour créer quelque chose. Tu sais, on construit, des poulaillers ensemble, on construit en ce moment une maison ensemble, OK? puis mon fils est là avec nous. Donc, il y a cette façon de collectivement bâtir quelque chose que mon fils, va avoir beaucoup de bagages, tu sais, il c'est une petite éponge là, à ce moment-là, Ouais. puis ce que je trouve, tu sais, la phrase qui dit: «Il faut un village pour élever un enfant», tu sais, Oui. ben, nous on le vit Ou concrètement, Carl tu il sais. dit ça. Oui, Mhm. c'est vrai, c'est vrai. Mais, donc tu sais, moi, mon fils, il peut venir me poser une question, ma réponse va être Y, mais après ça, il va la poser à Emmanuel, puis sa réponse va être X, puis ça va être tellement plus riche que donc on vit là-dedans. On a aussi ça permet aussi en tant que maman d'être beaucoup plus résiliente parce que, ce que ça m'amène, c'est quand que j'ai des enjeux d'un point de vue, je sais pas, je peux pas aller chercher mon fils, ou, j'ai tel engagement, puis, il faut que quelqu'un soit avec mon fils ou on a un enjeu financier, l'année passée, on a eu des problèmes, on a eu des soumissions à comme 30 000, mais 30 000 toute seule, avec, une petite famille versus 30 000 à 5, ça se prend mieux, tu sais, ça se prend mieux, on est OK. plus résilient. Quand on a des problèmes de voiture aussi, on va juste utiliser l'autre voiture. Donc, tu sais, en termes de maman, ça me donne beaucoup plus de liberté. Ça me donne beaucoup plus de résilience puis d'ancrage dans, le temps. En fait, je passe beaucoup de temps de qualité finalement dans tout ça avec mon fils. Puis mon fils passe beaucoup de temps de qualité avec tout le monde aussi. Oui. Donc, c'est beaucoup plus riche. Puis en termes de vêtements, tu sais, de vêtements, ben, on essaye des choses, tu sais, en termes avec faire un lien avec le balado, tu sais, tout ce qui est, éco-responsabilité, on met beaucoup de choses on essaye, du moins, du mieux qu'on peut, hein, c'est toujours ça, on essaye, hein. C'est Nous toujours aussi, ça. Ben oui. ouais, nous aussi, on est en processus d'amélioration continue comme mes clients, tu sais, nous aussi, Oui, on oui. évolue là-dedans. Oui. Donc, tu sais, moi, la façon qu'on parle, c'est souvent d'essayer d'éviter dans un premier temps. Donc, éviter d'acheter neuf, éviter d'acheter quelque chose qui est pas nécessaire. On va essayer de se le partager. Nous, on est 3 femmes, dans la communauté, donc on se partage beaucoup nos vêtements. Mais tu sais, le corps change, hein, on continue de vieillir et le corps Mhm. change. Fait qu'on des fois, on doit, Nos activités, il acheter n'y a pas juste le corps, il y a nos activités changent aussi. absolument, Donc, un absolument. vêtement qui faisait il y a 3 ans, ben, aujourd'hui, j'en ai Et moins besoin. Donc, c'est peut-être ouais, le temps de le passer à quelqu'un d'autre. il y a un peu, de connivence avec, une maman que son fils était juste un petit peu plus vieux que Tom. Donc, ce que ça a fait, c'est que j'ai des sacs de vêtements usagés ou que mon fils, il se donne un plaisir, là, de dire: «C'est Alexis, tu sais, qui m'a donné mes vêtements». Puis Ah oui, j'ai ah vu oui. Alexis il y a beaucoup de plaisir à porter les vêtements de son ami, tu sais, qui est plus vieux. Puis, donc il y a comme c'est comme il y a beaucoup de plaisir quand on est dans ce collectif, dans la perspective de partager. Il y a beaucoup de plaisir qui en ressort, puis de positif. Donc, tu sais, donc il y a donc éviter, après ça, tu sais, de réduire la quantité, ben on va se passer le plus souvent qu'on peut, là, comme avec Alexis et Tom, ils se Ben partagent oui. Ben oui. leurs vêtements. Puis après ça, c'est de penser à réutiliser le plus possible. Donc, tu sais, réutiliser, c'est de garder un bon entretien. Tu as fait un balado direct Oui. justement sur comment bien Juste là-dessus. entretenir, juste là-dessus. Mais tu sais, nous, entretenir, c'est aussi comment on les lave. Puis si je peux Oui. faire un clin d'œil à Laura, qui est une autre membre fondatrice, qui est beaucoup plus innovante, je dirais que moi. Elle est créative,
Et c'est souvent elle qui arrive avec les idées. Elle est arrivée un jour avec de la lessive faite, à partir de cendres. Donc Ouais. c'était très différent pour moi. Moi, je suis très rationnelle, donc après ça, il a fallu que j'aille voir, ben, c'est quoi la propriété de la cendre qui fait en sorte que ça va Ben laver oui. mes vêtements? Donc bon, après ça, le carbonate de potassium, quand tu mélanges avec l'eau, le pH, tu le sais, là, Mmh. tu le sais, ça va venir dissoudre des graisses et tout ça. Puis après ça, je dis: «OK, mais Laura, ça va-tu tacher mes vêtements?» Puis elle dit: «Non, non». Et elle dit: «Écoute, je vais même venir avec toi faire ta première lessive avec mon savon». Puis, là, elle disait: «Tu peux». C'est un savon qu'elle fait avec ça? Oui, Carrément en ou fait, oui, c'est oui, un savon, OK. Et à c'est comme une. l'intérieur, il y a de la cendre. Oui, mais en fait, OK. c'est une décantation là que Oui. faudrait qu'elle vous partage aussi la recette là, mais c'est vraiment, Laura, c'est celle qui fait nos savons, elle fait notre savon de lessive, elle fait nos pastilles de lave-vaisselle, elle fait nos shampoings, elle fait nos crèmes, elle est horticultrice, puis elle est C'est une passionnée de tout ce sorcière. qui c'est une sorcière, oui, Mmh. exact, c'est une sorcière. Mais puis c'est drôle parce que l'autre fois, je parlais de ça avec elle, puis elle est beaucoup moi, c'est comme je disais, ma résistance au changement, tu sais, quand tu amènes quelque chose de nouveau, ça me prend du temps. Tu sais, il faut que je sois convaincue, il y a comme faut que je change mes habitudes. Puis Laura, elle est beaucoup avec bienveillance, elle va t'accompagner dans ça, puis elle va t'amener à faire ton prochain pas, un peu comme moi je préconise avec mes Avec entreprises. tes clients. Ouais, exact. Donc tu sais, je pense que la chance qu'on a, c'est justement quand on vit en collectif, c'est on a chacun nos forces, puis on a chacun nos faiblesses, puis c'est d'amener l'autre à bénéficier de ces forces-là. Comme en nature, c'est la C'est la même même chose. chose, même Ouais. pareil. Mmh. Pareil. Fait que, tu sais, ce savon-là, cette lessive-là, ultimement, on pourrait la faire avec Tom, puis ça serait tellement le fun. On pourrait faire un jeu, on prend la cendre de notre foyer, on fait la décantation, on fait le processus, puis après ça, on le réutilise dans nos vêtements. C'est tellement riche pour un enfant de participer dans la dynamique familiale, puis dans des innovations comme ça, tu sais, c'est de la chimie aussi, tu sais, c'est Ben tellement, oui. ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est des pratiques qu'on fait, tu sais, on essaye des trucs, puis à la fin de vie de nos vêtements, ben, si on peut les redonner, tant mieux. Oui. Puis sinon, ben, on fait des guenilles. La plupart du temps, on utilise la fin de vie en faisant des guenilles, on les utilise en construction, hein, quand on fait notre plâtre, puis quand on fait notre peinture. Fait que c'est vraiment comme ça que J'ai ça vient. dans un des épisodes, je donnais des exemples, par exemple, si on reculait dans le temps de nos grands-mères puis nos grands-pères, Mmh. dans mes grands-pères à moi puis mes grands-mères à moi, ben, c'est ça. En fait, tu sais, la lessive, comme tu viens de dire, en fait, on réinvente pas la roue, là. On utilise quelque chose qui était utilisé il y a peut-être 75, 80 ans et c'était juste le gros bon sens, Fait qu'il faut tu sais? pas puis il faut pas, c'est pour ça que, tu sais, Sophie, qui est travailleuse sociale avec puis qui accompagne les personnes âgées, pour moi, il y a comme une richesse, là, d'aller voir les savoirs, puis de partager les Oui, savoirs ancestraux, ou du moins de longue date ou de plus longue date que ma trentaine, tu sais, c'est tellement plus riche d'aller voir: «Mais toi, tu faisais quoi, tu sais, à l'époque? Puis comment tu c'est faisais ça? comment tu faisais ça?» Puis nous, Ouais, après ça, on va essayer ça avec les réalités d'aujourd'hui, tu sais? oui. Fait que c'est vraiment totalement, aller visiter le passé, ça nous amène beaucoup d'enseignements. Mmh. Oui, ben, comme on disait tantôt, hein, dans le passé, tu sais, si on a plus tendance à être dépressif, c'est parce qu'on vit dans le passé, mais on peut Mmh. aller dans le passé d'une façon positive, plutôt d'y aller d'une façon négative. On peut y aller justement aller chercher des connaissances et que ces transferts de connaissances-là se fassent aujourd'hui, puis que toi, tu puisses le passer à ton fils éventuellement. Puis lui, il grandit dans un milieu, il doit avoir beaucoup de plaisir, là. Mais je m'imagine, j'ai une image là, d'un petit garçon, là. Il fait du vélo dans le bois, il fait il joue dans le sable, il joue dans l'eau. On a 2 belles rivières, tu sais, c'est vraiment, tu sais, j'encourage pas nécessairement les gens à vivre dans la nature Non, nécessairement, non, mais c'est ça. rapprochez-vous, tu sais, rapprochez-vous de la beauté de la nature, puis rapprochez-vous de votre voisin, tu sais, du Ouais. collectif.
puis ayez pas peur de poser des questions, puis d'avoir l'air un peu fou, tu sais, comme des fois Laura, effectivement, elle est tellement innovante qu'elle a l'air un peu foufou, puis c'est beau, tu sais, puis c'est en partageant nos connaisses, puis nos freins aussi, tu sais, pourquoi tu l'as pas fait, puis pourquoi l'autre a réussi à le faire, puis de s'améliorer. Voilà, c'est vraiment, la clé du Oui, succès, je pense. Parce qu'une autre clé de succès, c'est surtout de célébrer, tu sais. C'est de célébrer les petites victoires, souligner quand quelqu'un fait un bon coup, quand on fait un changement, tu sais, le plus petit possible, là, c'est tellement oui. important de célébrer nos victoires. On est dur envers soi-même. On Oh, est c'est dur vrai. envers soi-même, puis de dire: «Hey, tu sais, j'ai été dans un magasin de seconde main aujourd'hui. Yay! Hey, j'ai pas utilisé, tel produit pour laver mes vêtements, j'ai utilisé un produit ou qui consomme moins d'eau» parce que, tu sais, il y a les détergents, liquides, puis il y a les détergents, solides. Ça Oui, c'est vraiment en termes d'impact, là, c'est un autre monde, là. Donc, oui, hey, tu sais, j'ai essayé ça. OK, oui. mes vêtements ont peut-être pas senti la rose pendant 3 semaines, mais OK, au moins ça a senti quelques jours, puis c'est propre, la propriété, elle a fonctionné. Yay! Tu sais, c'est de ne pas oublier de célébrer, c'est tellement important, vraiment important. Ah, c'est vraiment bien dit. C'est vraiment bien dit. Ouais, parce que, comme tu viens de dire, on est tellement dur avec soi-même. Ouais. L'anxiété vient de là, hein. C'est nous qui on se bat nous-mêmes. Il y a personne qui nous rend anxieux. C'est pas il y a personne à l'extérieur qui nous rend anxieux, c'est nous-mêmes qui nous rend anxieux. Ouais, être en relation avec la nature, être en relation avec son environnement, en Mhm. relation avec les gens qui nous entourent et tout ça dans la bienveillance et dans le plaisir surtout. C'est exactement ça, Gaëtan. C'est Exact. super, super important. Ben, écoute, Estelle, je pense en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Mhm. Moi, j'ai trouvé notre entretien extrêmement intéressant. Écoute, Laura, tu l'as appelée la sorcière là, qui fait des. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourra regarder, exploiter avec elle peut-être. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment à aller chercher parce que ça touche entièrement ce qu'on parle dans le balado, hein, du placard à la planète. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux pour faire en sorte qu'on soit en accord avec la nature, qu'on soit en accord avec les gens avec lesquels on vit et tout ça et comme tu dis, il y a de l'inconfort, c'est normal, ces choses changent. Oui. Et oui, tu sais, ça peut être inconfortant des fois, mais ça fait partie de la vie. Donc, c'est extrêmement intéressant. Écoute, je te remercie énormément. Je suis convaincu qu'il va y avoir quelque chose qui va découler de ça. Puis, il y aura certaines informations que tu as mentionnées, des livres à lire et à Oui. regarder. Donc, tu donneras l'information et on pourra mettre ça à l'intérieur. Super. OK, ça va, merci. Ben, merci beaucoup, Estelle. Maintenant, avant de te quitter, j'aimerais que tu retiennes une seule chose. L'histoire d'Estelle n'est pas l'histoire d'une personne parfaite, c'est l'histoire d'une personne qui a choisi d'agir. Comme plusieurs d'entre nous, elle a connu des moments de doute. Elle s'est demandé si ce qu'elle faisait était suffisant. Elle a parfois ressenti cette impression que le défi était trop grand pour être relevé seule. Mais elle a découvert quelque chose d'essentiel. Le développement durable n'est pas une destination, c'est une direction. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'intention. Et chaque fois que nous posons un geste cohérent avec nos valeurs, aussi petit soit-il, nous participons au changement. J'aime souvent rappeler cette phrase. Change ce que tu peux changer, accepte ce que tu ne peux pas changer, et aie la sagesse de voir la différence entre les deux. Nous ne pouvons pas tout transformer du jour au lendemain, mais nous pouvons tous transformer quelque chose aujourd'hui. Que ce soit dans ton entreprise, dans ta famille, dans tes choix de consommation, dans la façon que tu entretiens tes vêtements et dans la manière dont tu partages tes connaissances avec les autres. L'important, ce n'est pas d'en faire plus que tout le monde. L'important est de faire ce qui est possible pour toi aujourd'hui. Parce que lorsque des milliers de personnes posent chacun un petit geste conscient, l'impact collectif devient immense. Alors cette semaine, je t'invite à identifier une seule action concrète, une action réaliste, une action alignée avec tes valeurs et tes capacités, une action que tu peux réellement mettre en œuvre. Et surtout,
Prends le temps de célébrer ce pas en avant. Parce que sans inconfort, il n'y a pas de transformation. Et sans action, il n'y a pas de changement. Donc, d'ici notre prochaine rencontre, changeons notre regard. À très bientôt.